Comment ont-ils réussi cet exploit? À Calgary, au Canada, les Tsuut'ina se réunissent pour l'un des plus grands événements de leur calendrier. Leur powwow, ou grand rassemblement annuel. Ces Amérindiens sont les descendants des premiers colons des Amériques. Une question se pose. Leurs ancêtres sont-ils arrivés avant ou après la fonte de l'immense calotte glaciaire? Comme la plupart des Amérindiens, les Tsuut'ina pensent que cette terre est la leur, depuis toujours. Certains éléments de leur mythe fondateur nous en disent plus sur le monde de leurs ancêtres. Leur histoire commence dans le nord. Ce que nous ont appris les anciens, c'est qu'il y a des milliers d'années, nous formions une grande tribu, les Dénés. La glace nous a poussés à migrer vers le sud. La légende parle d'une grand-mère et de l'un de ses petits-enfants qui a remarqué une corne dans la glace quand nous traversions les grands lacs du Nord. Comme l'enfant voulait la corne, les gens ont creusé pour la lui donner. Et puis la glace s'est ouverte comme par magie. Elle s'est fendue en deux. Ainsi, les clans qui étaient au sud ont pu continuer à migrer plus bas, et ceux qui étaient au nord sont restés sur place. Voilà ce que dit notre histoire. Ce récit d'un grand voyage familial nous dit à quel moment les Tsuut'ina sont arrivés. À l'époque, le paysage était couvert de glace. Okay, they call them into the gate. Wow, look at that! Oh my goodness. En observant leur visage, on peut peut-être deviner d'où ils venaient. Leurs traits sont caractéristiques. Pommettes hautes, visage aplati et yeux en amande. Cette physionomie évoque un autre peuple clé de l'Odyssée humaine qui vit à 6000 km plus à l'ouest. Les Evenks sont une ethnie du nord de la Sibérie. Les points communs ne sont pas seulement physiques. Les tipis des Amérindiens sont très proches de leur tchoum. Faut-il y voir le signe d'une lointaine parenté? La scientifique Tracy L. Pierre de l'Université de Cambridge appartient à la nation indienne des Colville, originaire de l'État de Washington. Et elle étudie l'histoire des Amérindiens. Elle travaille notamment sur l'ADN mitochondrial, celui qui se transmet d'une mère à ses enfants. Pour cela, elle doit d'abord combattre certaines réticences. Les recherches génétiques sont très controversées parmi les Amérindiens. Souvent, des études ont été menées à l'insu des tribus concernées. Pour de nombreuses communautés, nos ressources biologiques, les tissus, les cheveux, les poils et les fluides sont sacrés. En suivant la piste génétique, les scientifiques ont fait des découvertes capitales. Tous les Amérindiens du nord et du sud du continent appartiennent à 5 lignées génétiques,
dont on peut remonter la trace jusqu'en Sibérie du Sud. Cela fait des années que les scientifiques émettent l'hypothèse d'un lien en se basant sur les ressemblances physiques. Et aujourd'hui, la génétique leur donne raison. Les dernières études montrent que nous venons tous d'Afrique. Il y a environ 70 000 ans, un petit groupe d'Homo sapiens aurait migré hors du continent pour coloniser l'Asie, l'Australie et l'Europe. La génétique nous apprend que les ancêtres des Amérindiens seraient originaires de Sibérie. Leur migration aurait eu lieu pendant la dernière ère glaciaire, il y a de 15 à 18 000 ans, quand le nord de l'Amérique était recouvert d'une épaisse couche de glace. Aujourd'hui, la Sibérie et l'Alaska sont séparés par un bras de mer de 80 km. Mais il y a 20 000 ans, à la place de l'actuel détroit de Bering, se trouvait la Béringie, un pont terrestre entre l'Asie et l'Amérique. Ce n'est qu'une partie de l'explication. Même s'ils sont arrivés en Alaska à pied, les migrants se sont retrouvés face à une muraille de glace. Comment et quand sont-ils passés de l'autre côté? Depuis des décennies, les scientifiques cherchent à percer ce mystère. En 1933, dans l'ouest des États-Unis, des archéologues ont fait une découverte exceptionnelle. Un outil en pierre de 13 000 ans. D'autres du même type ont été exhumés ailleurs dans le pays. Ils ont tous été baptisés Clovis, du nom d'un site particulièrement riche. C'étaient les plus anciennes traces d'une présence humaine en Amérique. Mais on ne savait toujours pas comment ces gens étaient arrivés là. Aujourd'hui, les climatologues peuvent remonter le temps et connaître les conditions météorologiques du passé. Il y a environ 22 000 ans, la glace recouvrait l'Amérique du Nord. Il y a 13 500 ans, elle s'est fracturée et un passage s'est ouvert entre le nord du Canada et le centre des États-Unis. Les migrants ont pu emprunter ce chemin. Cette chronologie concorde avec l'âge des premiers outils en pierre. Mais que savons-nous sur cette culture Clovis? Quels indices nous ont laissés les pionniers? L'archéologue Andy Hemmings est spécialisé dans les outils préhistoriques. Et il va recréer l'une des armes typiques de l'époque Clovis. Voici la réplique d'une pointe Clovis. Je suis en train de la fixer sur une lance de 2 mètres. Il y a une rainure à l'extrémité dans laquelle je plante la lance. Ensuite, je prends un tendon et je l'enroule en serrant bien. Ces armes étaient rudimentaires, mais très efficaces. Dans le sud-est de l'Arizona, on a retrouvé 8 pointes Clovis, plantées dans un mammouth, dont 5 à l'arrière du crâne et l'avant des omoplates. Toutes ces blessures ont sans doute été mortelles. Sur le site de Clovis, certains mammouths en avaient au niveau du cœur et des poumons. Il y a 13 000 ans, il n'y avait pas de meilleure arme. Comme Andy Hemmings ne dispose d'aucun mammouth pour un test grandeur nature, il a choisi une cible plus moderne.
On imagine facilement les dégâts de cette lance sur un animal. Elle s'est enfoncée très profondément dans la paille, ce qui correspond à une plaie mortelle. Elle reste plantée dans l'animal et lui fait mal à chacun de ses mouvements, ce qui est handicapant. Donc, même si le mammouth n'était pas tué par la lance, il était suffisamment affaibli pour que d'autres projectiles l'atteignent et l'achèvent. Les premiers Américains étaient donc de grands chasseurs avec des armes puissantes. Certains pensent même qu'ils ont à jamais modifié leur environnement. Les traces de cet événement sont conservées au cœur de Los Angeles, dans le site préhistorique de La Brea Tar Pits. Ces puits de goudron naturel ont été formés par des nappes d'hydrocarbures il y a plus de 5 millions d'années. Et on y a retrouvé plusieurs centaines de milliers de vestiges archéologiques. Les fouilles se font dans des conditions particulières car le goudron est nauséabond, collant et salissant. Mais pour le docteur John Harris, c'est une véritable mine d'or. Pour un paléontologue, c'est un rêve de travailler à La Brea, en raison de la très grande quantité de spécimens très bien conservés. C'est comme une bibliothèque de l'âge de pierre. On ne sait jamais ce qu'on va y trouver. Il y a plusieurs millénaires, cette substance collante était un piège mortel pour les animaux. Imaginons qu'un bison, un chameau ou un cheval ait eu l'imprudence de s'aventurer dans le goudron. Il ne pouvait plus se dégager et cela attirait des prédateurs comme les tigres à dents de sabre ou les loups qui se retrouvaient à leur tour embourbés. On peut donc reconstituer toute la chaîne alimentaire. De nombreuses espèces victimes des puits de goudron ont disparu aujourd'hui. Elles ont côtoyé les premiers Américains et appartenaient à ce qu'on appelle la mégafaune. Il y avait par exemple le paresseux géant, le lion d'Amérique et l'un des plus gros mammifères de l'histoire, le mammouth de Colomb. Il mesurait un peu moins de 4 mètres et pesait environ 10 tonnes. Sa peau épaisse et sa taille devaient décourager les prédateurs. Pour se protéger, il avait aussi des défenses de 3 mètres. Nous avons pourtant la preuve que les chasseurs de l'âge de pierre s'attaquaient à ce géant. Certains scientifiques pensent même qu'ils sont responsables de l'extinction des mammouths et d'autres animaux de l'époque. Cette théorie est étayée par les restes fossilisés de la mégafaune. Les traces des mammouths et de plusieurs espèces massives disparaissent il y a environ 13 000 ans, soit peu après l'émergence des premiers outils de la culture Clovis. Il semble donc y avoir un lien entre l'arrivée des hommes et la mort de certains animaux. Si cela se confirme, l'extinction de la mégafaune est un autre indice sur le début du peuplement de l'Amérique. Depuis le XXe siècle, la théorie dominante veut que les premiers humains soient entrés sur le continent il y a environ 13 000 ans, grâce à l'ouverture d'un passage dans la glace. Pourtant, de récentes découvertes remettent en cause cette version des faits. Près de Go, dans le centre du Texas, un autre scénario se dessine.
Dans un champ en apparence ordinaire, Mike Collins dirige les fouilles de l'un des sites américains les plus intéressants sur la vie des hommes préhistoriques. Nous avons plus d'1,5 million d'objets. C'est incroyable. Cela fait sans doute plus de la moitié de tous les vestiges de la culture Clovis exhumés en Amérique du Nord. Et nous n'avons fouillé que 3% du site. À l'époque, cet endroit était le camp de base du groupe qui vivait dans la région. C'était leur centre opérationnel. C'est là que vivait la communauté, avec les hommes, les femmes et les enfants. Ils vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Nous avons trouvé des ustensiles de cuisine, des récipients et des outils. Ils fabriquaient des objets en cuir, en bois et en os. La plupart des vestiges datent de la culture Clovis, l'époque supposée de l'arrivée des hommes en Amérique. Mais les archéologues ont eu une surprise. Vous savez ce qui est passionnant? Nous avons des objets en dessous. Il y a une couche sous la culture Clovis. Pour un archéologue, plus profond signifie plus ancien. Jusqu'ici, on a des objets de la culture Clovis. Mais si nous creusons plus bas, on en trouve d'autres sur une épaisseur de 20 à 25 cm. Ce sont bien des objets de fabrication humaine, comme cette pierre taillée avec une face plate. Il date d'il y a 14 400 ans, soit un millénaire avant Clovis. Nous devons donc revoir la chronologie et l'histoire du peuplement des Amériques. Si des hommes vivaient dans le centre du Texas il y a plus de 14 000 ans, la théorie du passage à travers la glace ne tient plus. À l'époque, elle n'avait pas encore fondu. Mike Collins doit poursuivre ses recherches pour confirmer ses conclusions. Comme lui, d'autres archéologues contestent la version officielle de l'arrivée des premiers Américains. En 2007, des travaux ont affirmé que les hommes ne sont pas responsables de l'extinction de la mégafaune. C'est la conséquence d'une catastrophe naturelle. Selon certains scientifiques, peu après l'arrivée des premiers Américains, une comète a explosé dans le ciel et fait tomber une pluie de débris sur le nord du continent. La chaleur dégagée par les impacts a pu mettre le feu à la végétation. Sur certains sites américains, on trouve les traces de ces incendies dans une couche de sédiments noirs. À l'intérieur, de minuscules billes de charbon prouvent que les températures ont été très élevées. Si une comète a réellement explosé, les conséquences ont sans doute été dramatiques pour la faune et la flore. Sans la végétation, les mammouths n'avaient plus rien à manger. Et même s'ils ont survécu à la catastrophe, ils sont sans doute morts de faim. Si l'on en croit ce scénario, l'extinction de la mégafaune n'est pas liée à l'arrivée des hommes. Certains scientifiques vont plus loin. Ils doutent qu'une migration ait été possible à l'époque. En été, le paysage canadien est verdoyant. Mais en hiver, les conditions climatiques sont souvent rigoureuses, comme le savent ceux qui circulent régulièrement sur les routes. Ça peut être le chaos. Il y a beaucoup de neige. La région que nous allons traverser est très montagneuse. L'autoroute est souvent coupée par des avalanches.
Même à bord d'un véhicule moderne confortable, circuler au Canada peut être dangereux et difficile. La pluie est glacée et la température peut descendre à -20 ou -25. À l'époque où la glace a commencé à fondre, le paysage était encore plus impraticable. Il y avait de nombreux lacs gelés, des marécages et des tourbières battus par un vent très froid. La nature alentour devait offrir peu de proies et de plantes comestibles. La théorie d'une arrivée par un passage dans la glace ne semble pas tenir. Pour en savoir plus, il faut se pencher sur les plus anciennes traces archéologiques retrouvées en Amérique. Le site de Monteverde se trouve au Chili, dans la région volcanique de Los Lagos. Au milieu des années 70, des découvertes exceptionnelles ont été faites dans un ruisseau local. Sur la rive, des ouvriers sont tombés par hasard sur des os d'animaux qui dépassaient du sol. Quand les experts sont venus approfondir les fouilles, ils ont compris l'importance de cette trouvaille. Le géologue Mario Pino faisait partie de l'équipe qui a exhumé un site de peuplement humain. Entre autres, los restos de un gran toldo. Il y avait notamment l'armature d'une tente assez grande pour 20 personnes. L'intérieur était chauffé par des petits braseros, des trous tapissés d'argile où l'on plaçait des charbons ardents. Ce n'étaient pas les mêmes que les grands bûchers de l'extérieur, où l'on faisait sans doute la cuisine. Comme la construction de la tente devait demander beaucoup d'efforts, ce campement était sans doute prévu pour un long séjour. 30 mètres plus loin, les archéologues ont mis au jour une autre tente, plus petite, qui ne pouvait accueillir qu'une ou deux personnes. Les fondations étaient en gravier et en sable, cimentées par la graisse animale. À l'intérieur de la tente, on a trouvé les restes de plantes médicinales. Elles avaient des propriétés très utiles, notamment contre la douleur, les infections et la fièvre. Aujourd'hui, les Indiens Mapuche se soignent toujours avec ces remèdes traditionnels. L'équipe a également identifié des végétaux plus familiers. Les restes d'une pomme de terre qui serait la plus ancienne retrouvée en Amérique. Environ 50 000 objets ont été recensés sur le site de Monteverde et transférés à l'Université australe du Chili pour y être étudiés. On a remarqué les signes d'une technologie relativement avancée. Il y avait notamment un morceau de bois qui semble avoir été percé d'un trou, un pieu et un lambeau de fourrure. Elle appartenait à un mastodonte, lointain cousin de l'éléphant aujourd'hui éteint, et servait sans doute à recouvrir les tentes. Comme le bois et la fourrure se dégradent rapidement, beaucoup ont pensé que les objets de Monteverde étaient relativement récents. Quand les résultats de la datation sont tombés, certains n'ont pas voulu y croire. Dix ans après le début des fouilles, la portée de ces découvertes a commencé à être reconnue par le monde scientifique. C'était bien la preuve d'une présence humaine à Monteverde il y a 14 500 ans, soit plus de 1000 ans avant la culture Clovis dans le nord du continent. Cela contredit la première théorie sur l'arrivée des hommes par le nord à travers la glace. À l'époque, aucun passage n'existait. Les habitants de Monteverde avaient donc pris un autre chemin? Mais lequel? Certains indices retrouvés sur le site nous lancent sur une autre piste,
Il y avait des algues, des gravillons et du sel, des éléments d'origine marine. Jusqu'à présent, on croyait que les humains étaient passés par le nord et par la terre. Mais est-il possible qu'ils soient plutôt venus du sud, par la mer ? Un voyage de 12 000 km dans le Pacifique peut sembler impossible. Mais dans un musée de Rio de Janeiro, le squelette d'une femme pourrait prouver le contraire. J'ai ici le crâne de Lucie, l'un des plus vieux, sinon le plus vieux squelette humain jamais retrouvé en Amérique. À l'époque de sa mort, il y a 13 000 ans, elle avait entre 20 et 25 ans. Lucie a été exhumée dans le centre du Brésil en 1975. La morphologie de son crâne a intrigué les chercheurs. Les Amérindiens d'aujourd'hui ont des pommettes hautes et larges, comme les habitants de Sibérie et d'Asie orientale. Mais pas Lucie. L'une des principales différences se situe au niveau des pommettes. Sur ce crâne, elles sont très hautes et aplaties. Celles de Lucie sont plus basses et moins plates que celles de ce spécimen asiatique. La reconstruction faciale a confirmé les doutes des scientifiques. Lucie n'avait pas de traits asiatiques. Alors, à qui ressemblait-elle ? Je vais vous montrer ce que nous avons découvert. Elle est plus proche des habitants d'Australasie que des Asiatiques ou des Amérindiens. Lucie présente en effet de nombreux points communs avec les crânes australiens. Ses ancêtres ont-ils pu venir d'Australie par la mer ? Beaucoup de gens supposent que la ressemblance de Lucie avec les aborigènes nous fait pencher pour la thèse d'une migration transpacifique de l'Australie à l'Amérique du Sud. Mais si l'on tient compte de la technologie d'il y a 13 000 ans, c'est impossible. À l'époque, les gens ne maîtrisaient pas assez la navigation pour faire un si long voyage. L'hypothèse d'une traversée océanique est donc écartée. Les contemporains de Lucie ont dû arriver par la Terre, ce qui nous ramène à la question de départ. Quel chemin ont-ils emprunté ? Les traces archéologiques montrent qu'il y avait des habitants dans le nord et le sud du continent à l'époque où le seul passage par voie de terre était bloqué par la glace. Il doit y avoir une autre explication. Les scientifiques de plusieurs disciplines ont planché sur le sujet, chacun avec sa méthode. L'archéologie peine à trouver des indices car les plus intéressants sont inaccessibles. À l'ère glaciaire, le niveau de la mer était plus bas et les côtes de l'époque ont été recouvertes par la fonte des glaces.
Les éventuelles traces laissées par la migration des premiers Américains sont donc sous l'eau. Il faut faire appel aux experts d'un autre domaine, la science médico-légale. Dimanche, un corps partiellement dévêtu. Au cours d'une enquête, on retrouve parfois sur un cadavre de minuscules particules qui aident à identifier l'assassin. C'est le métier de Rolf Matthews, botaniste médico-légal. Il collabore avec les archéologues pour reconstituer les paysages du passé. Pour mieux comprendre le trajet des premiers migrants, il examine une substance que l'on ne considère pas spontanément comme un indice utile, le pollen. Bien que les grains de pollen soient microscopiques, ils sont produits en immense quantité, comme le savent tous ceux qui souffrent de rhume des foins. Ils supportent aussi très bien les milieux humides et ne se dégradent presque pas. Au fond d'un lac, la vase s'accumule au fil des ans. Le pollen se retrouve pris au piège dans la boue sur plusieurs couches superposées. Comme le pollen se conserve très bien, on peut prélever des échantillons de plusieurs millénaires. Pour reconstituer l'histoire de la végétation locale, on utilise différents systèmes de carottage dans les sédiments des lacs ou les tourbières. On obtient des carottes comme celle-ci qui nous montrent quels végétaux existaient à chaque époque, de l'ère glaciaire à aujourd'hui. Nous avons les différents chapitres successifs de l'histoire climatique. Rolf Matthews et son équipe ont étudié des échantillons recueillis au large de la côte ouest du Canada. Ils ont trouvé un type de pollen très particulier. Il vient d'une plante appelée carex. Ces grains ont une forme très caractéristique, triangulaire, avec des zones blanches, tachetées de noir. Là, ils sont grossis 600 fois. En plus du carex, ils ont recensé plusieurs végétaux typiques des environnements marécageux. La plus grande découverte a été l'âge des échantillons. Les pollens dataient de la dernière glaciation, il y a 17 000 ans. L'examen des pollens et la datation au carbone 14 sont formels. La côte avait une végétation très dense à l'époque où l'intérieur du continent était toujours sous la glace. Le littoral s'était donc suffisamment réchauffé pour que des plantes puissent pousser. En théorie, il était donc possible que les migrants contournent la barrière de glace. Le paysage de l'époque n'était pas pour autant accueillant. Des familles entières pouvaient-elles y trouver de quoi se nourrir? Les scientifiques cherchent la réponse en observant des sujets plutôt étonnants. Les ours. Leur histoire pourrait en effet nous éclairer sur la nôtre. L'anthropologue Quentin Mackie étudie leur passé et leurs habitudes. Sur la côte nord-ouest des États-Unis et du Canada, nous avons inspecté des grottes de la fin de la dernière glaciation. Nous y avons retrouvé plus de 6000 ossements d'ours, dont la plupart avaient été mâchés et cassés. Mais certains étaient encore en bon état. Voici par exemple le crâne d'un ours brun, mort il y a environ 14 500 ans. Comme il ne présente aucun signe de blessure, nous pensons qu'il est tombé dans un trou et s'est retrouvé pris au piège.
Cet os est encore plus intéressant. C'est le fragment du tibia d'un jeune ours brun et le plus vieux spécimen que nous ayons. Il a plus de 17 000 ans. C'est surprenant. Cela prouve que des ours vivaient sur les côtes américaines avant la fin de l'ère glaciaire. Cette découverte a des implications pour l'histoire humaine. Les ours sont de gros animaux omnivores qui se nourrissent de végétaux et de proies terrestres et marines. Ils sont territoriaux, se reproduisent lentement et se déplacent beaucoup. En d'autres mots, ils ressemblent aux humains. Il était donc possible de vivre sur le littoral. Les humains sont omnivores. Ils devaient consommer à peu près la même chose que les ours, plus des aliments d'origine marine qu'ils pouvaient pêcher. En conclusion, si les ours se plaisaient dans cet environnement, cela pouvait être le cas pour les hommes. Pour survivre le long des côtes, une autre ressource était à la disposition des premiers habitants. Les forêts de varech poussent vite et sont des écosystèmes très riches qui attirent les poissons, les crustacés, les mammifères et les oiseaux marins. Ces zones marines côtières pouvaient être des terrains de chasse et de pêche très intéressants pour des migrants. Comme on trouve ces algues des côtes de Sibérie jusqu'en Alaska, puis surtout le littoral nord et sud-américain, certains parlent d'une véritable autoroute de varech. La théorie d'une arrivée des humains par le nord le long des côtes se précise. Les migrants auraient pu se réfugier dans les régions où la glace avait fondu et y trouver de quoi se nourrir. Avons-nous des preuves tangibles pour confirmer ce scénario ? La petite île de Santa Rosa est située au large du sud de la Californie. On y a retrouvé un indice capital pour comprendre l'Odyssée humaine. Pour John Johnson, cette île est une pièce essentielle du puzzle. À la fin des années 60, son prédécesseur à la tête du Muséum d'histoire naturelle de Santa Barbara est venu y chercher des ossements de mammouth. En 1959, la voiture de Phil Orr s'est embourbée à l'endroit où nous sommes actuellement. Quand il a inspecté les environs pour essayer de se sortir de là, il a aperçu deux os qui dépassaient Darlington Canyon. Voici les moulages de ces os. Il y avait un fémur presque complet. Et un autre os. C'était tout ce qui restait de l'homme d'Arlington. Les ossements ont été entreposés 3 décennies dans les réserves du muséum sans que l'on y prête attention. Tout a changé en 1994.
J'ai reçu la visite d'un collègue spécialiste de la datation au carbone 14 qui m'a dit « John, tu as le plus vieux squelette d'Amérique du Nord ». J'ai failli en tomber de ma chaise. Je n'arrivais pas à croire qu'il soit si ancien que ça. L'homme d'Arlington vivait il y a 13 000 ans. Le plus surprenant n'est pas son âge, mais ce qu'il nous apprend sur la vie des premiers habitants de l'île. La présence de l'homme d'Arlington, il y a 13 000 ans, est importante parce que l'île est à 10 km du continent. On ne pouvait y accéder que par bateau. Cela signifie donc que les gens de l'époque maîtrisaient assez la navigation pour voyager sur la façade pacifique de l'Amérique du Nord. Ils exploitaient sans doute les ressources du littoral, chassaient les mammifères marins, pêchaient dans le varech et ramassaient des crustacés. Pour certains scientifiques, la route maritime côtière a joué un rôle déterminant. S'ils pouvaient parcourir 10 km jusqu'à l'île de Santa Rosa, ils étaient capables de s'aventurer plus loin le long de la côte pour chasser et pêcher. Progressivement, ils ont pu avancer vers le sud jusqu'à coloniser tout le continent. Les deux os de l'homme d'Arlington sont les seules traces archéologiques de cette migration, mais une autre discipline scientifique fournit des preuves incontestables. Depuis le début des années 90, John Johnson collabore à un projet étudiant la préhistoire des Amérindiens à partir de leur ADN. Avec son équipe, il a pu tracer une carte génétique des migrations. Il y a quelques années, un collègue m'a téléphoné pour me dire qu'un type d'ADN très rare avait été retrouvé sur une mandibule dans une grotte du sud de l'Alaska. Le plus intéressant, c'est que cet ADN était le même que celui des Indiens de Chumash, du sud de la Californie. Une base de données plus complète a montré une concordance avec d'autres tribus amérindiennes. Celle du nord-ouest du Mexique, les Kayapos des côtes équatoriennes, les Mapuches du Chili, les Yaganes de Patagonie et ceux de sépultures préhistoriques de Terre de Feu. Sur une carte, ces traces ADN dessinent clairement une progression des hommes le long de la face océanique. Le plus intéressant dans cette répartition, c'est qu'elle longe presque totalement la côte pacifique. C'est la meilleure preuve à ce jour d'une migration côtière qui a laissé des poches de peuplement sur le littoral ouest du continent. Les descendants de ces premiers migrants vivent toujours sur place. C'est sans doute la clé de la dernière étape de l'Odyssée humaine. À l'origine, il y a 70 000 ans, un petit groupe d'Homo sapiens a quitté l'Afrique. Puis sur une cinquantaine de millénaires, leurs descendants ont progressivement colonisé toute la planète. Pour finir, certains ont commencé à explorer les Amériques. Ces migrants étaient habiles de leurs mains et doués pour la chasse, sur terre comme sur mer. Les Amérindiens d'aujourd'hui descendent des pionniers de l'âge de pierre. Comme tous les habitants de la planète, ils appartiennent à une toute jeune espèce. L'étude des ossements, des pierres et des gènes le montre. Quel que soit notre destin, dans cette odyssée, nous sommes tous les membres de la famille humaine.